Il nous appelait par un numéro, jamais par notre nom. Mais la première nuit, nous n'avions même pas encore de numéro. Nous n'étions que de la chair fraîche. Je m'appelle Éléonore Vassel. J'ai 84 ans. Et je vais raconter ce que les livres d'histoire n'ont jamais imprimé. Ce que les documentaires officiels ont coupé des montages. Ce que les témoins survivants ont appris à enfouir en silence pour réussir à vivre après la guerre. Parce qu'il a existé un rituel, non officiel, non documenté, mais systématisé, pratiqué dans plusieurs camps de prisonnières françaises sous commandement allemand. Un rituel qui brisait les femmes avant même qu'elles puissent penser à résister. Ils appelaient en ça une évaluation. Mais ils ne nous évaluaient pas comme des travailleuses. Ils nous évaluaient comme on évalue du bétail. Quand je suis arrivée au camp, en mai 1944, j'avais 19 ans. 3 jours plus tôt, j'étais dans la boulangerie de mon père à Beaumont-sur-Sarthe, dans l'intérieur de la France, en train d'emballer des pains encore chauds pour les clients. Je portais une robe bleu clair que ma mère avait cousue. Mes cheveux étaient attachés avec un ruban blanc. Le jour de la déportation, il était 6 heures du matin. Le ciel était gris, lourd. J'ai entendu les camions avant de les voir. Le bruit du moteur diesel résonnant dans les rues étroites. Puis les bottes. Des dizaines. Frappant le sol pavé comme des marteaux. Ma mère était dans la cuisine. Mon père dormait encore. Je venais de me réveiller quand la porte a été défoncée. Ils n'ont même pas frappé. Ils sont simplement entrés. 3 soldats allemands. L'un d'eux portait une liste. Un autre m'a pointé du doigt et a dit un seul mot. Raus. Ils ne m'ont pas laissé prendre quoi que ce soit, ni changer de vêtements, ni embrasser ma mère. Elle a essayé de s'approcher et l'un des soldats l'a poussée contre le mur avec la crosse de son fusil. Mon père est apparu en courant et a reçu un coup dans l'estomac. Il est tombé à genoux, essayant de respirer. J'ai été traîné dehors, littéralement traîné. Mes pieds nus raclèrent le sol. J'ai senti la peau de mes talons brûler. J'ai vu ma mère crier sur le pas de la porte. Mon père encore au sol. Et j'ai su que je ne reverrai jamais cette maison. Le camion était déjà plein de femmes. J'en ai reconnu quelques-unes. Madame Colette, l'institutrice. Margot, qui travaillait à l'épicerie. Simone, ma voisine d'enfance. D'autres m'étaient inconnus, mais toutes avec la même expression. Yeux écarquillés, respiration rapide, mains tremblantes. Personne ne parlait. Elles pleuraient juste doucement. Ou fixaient le vide. Nous étions 47 femmes dans ce camion, la plupart jeunes, entre 16 et 25 ans. Quelques-unes plus âgées, mais peu, très peu. Je comprendrai pourquoi plus tard. Le voyage a duré près de 2 jours. Nous nous sommes arrêtés 3 fois. On ne nous a pas donné de nourriture, seulement de l'eau, 1 fois. Nous avons fait nos besoins là même, dans le coin du camion. L'humiliation a commencé avant notre arrivée. Quand le camion s'est arrêté pour la dernière fois, c'était la nuit. J'ai entendu le grincement des portails en fer. J'ai entendu des voix en allemand, des ordres brefs, secs. J'ai senti l'odeur. Une odeur que je n'ai jamais oubliée. Un mélange de terre humide, de sueur vieille, de fumée et de quelque chose que mon cerveau ne pouvait identifier. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. C'était la peur imprégnée dans l'air. Les portes du camion se sont ouvertes. Des lumières vives nous ont aveuglés. Des hommes criaient, des chiens aboyaient. On nous a poussés dehors. Certaines sont tombées. J'ai trébuché, mais j'ai réussi à me retenir. Nous étions devant un immense portail en métal. Au-dessus, des lettres en allemand que je ne savais pas lire à l'époque. J'ai découvert plus tard ce qu'elles signifiaient « Arbeit macht frei ». Le travail rend libre. Mensonge. Le travail ne libérait personne. Mais avant le travail, il y avait la première nuit. On nous a alignés en rangées, 4 rangées, chacune avec environ 12 femmes. 2 gardiennes allemandes vêtues d'uniformes gris circulaient entre nous. Elles regardaient, pointaient, chuchotaient entre elles. L'une d'elles s'est arrêtée devant moi. Elle a levé mon menton avec le bout d'une baguette, a tourné mon visage vers la gauche, puis vers la droite, a regardé mon corps de haut en bas, a dit quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. L'autre gardienne a ri. Elle a noté quelque chose sur un bloc-notes, a fait un geste de la tête. J'ai été poussé vers la droite.
6 autres femmes ont été poussées du même côté. Les autres ont été emmenées vers la gauche. Nous ne savions pas ce que cela signifiait. Pas encore. On nous a conduites dans un baraquement séparé, plus petit que les autres. Les fenêtres avaient des barreaux. Mais les murs semblaient ne plus propres. Il y avait une faible lumière suspendue au plafond. Ça sentait le désinfectant. L'une des gardiennes est entrée avec nous, a verrouillé la porte. Puis elle a parlé dans un français cassé mais compréhensible. « Vous avez été choisis. Demain, vous travaillerez à l'intérieur, pas à l'usine, à l'intérieur du quartier, cuisine, nettoyage, services internes. » J'ai pensé que c'était une chance, que travailler à l'intérieur serait mieux que travailler à l'usine ou dans les champs. Certaines filles à mes côtés semblaient soulagées. La gardienne a continué. « Mais ce soir, vous passerez par une évaluation. Vous allez prendre un bain, mettre des vêtements propres et vous serez présenté. » Je n'ai pas compris ce que « présenter » signifiait, mais ma peau s'est hérissée. Le mot « évaluation » a résonné en moi comme une cloche fêlée. Parce que j'avais déjà entendu des rumeurs, des histoires que ma tante chuchotait à ma mère quand elle pensait que je n'écoutais pas. Des histoires sur des femmes déportées qui n'étaient jamais revenues, ou qui étaient revenues changées, brisées de l'intérieur. J'ai été emmenée dans une salle de bain, froide, avec des murs en ciment. Une douche en métal rouillé dégoulinait d'eau glacée. Elles ont ordonné que j'enlève mes vêtements. Tout. Devant 2 gardiennes qui sont restées là, à observer. Je n'avais jamais été nue devant personne, sauf ma mère. J'ai tremblé. Pas seulement de froid. Elles m'ont donné un savon rugueux qui grattait la peau. Je me suis lavée le plus vite possible. Elles ont voulu vérifier si j'étais complètement propre. On levait mes bras, regardait mes cheveux. On passait leurs doigts dans mon cuir chevelu à la recherche de poux. Puis elles m'ont jeté une serviette fine et une robe grise. Pas de culotte, pas de soutien-gorge, juste la robe. J'ai été ramenée au baraquement. Les 6 autres filles étaient déjà là, toutes habillées pareil, toutes pâles, toutes tremblantes. Nous nous sommes assises en silence, à attendre. Personne ne savait quoi. Puis la porte s'est ouverte, et il est entré. Un officier allemand, grand, cheveux blonds peignés en arrière, uniforme impeccable, bottes brillantes. Il n'a pas souri. Il a juste marché lentement entre nous, à regarder chacune. S'est arrêté devant moi. J'ai senti son regard comme si c'était une main touchant mon corps sans permission. Il a dit quelque chose en allemand. L'une des gardiennes a traduit « Toi, lève-toi ». Je me suis levée. « Tourne-toi ». Je me suis tournée. « Soulève ta robe jusqu'aux genoux ». J'ai gelé. La gardienne a répété l'ordre. Plus durement, j'ai soulevé ma robe. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine la tenir. Il s'est approché, a touché mon épaule, puis mon bras, puis ma taille, comme s'il vérifiait la qualité d'un produit. Puis il a dit quelque chose que la gardienne n'a pas traduit, mais j'ai compris au ton, à la façon dont il m'a regardé. J'avais été approuvée. Il est sorti, a emmené 2 des 7 filles avec lui. Elles ne sont pas revenues cette nuit-là. Les 5 qui sommes restés avons attendu jusqu'à l'aube. Nous n'avons pas pu dormir. Nous sommes juste restées assises, en silence, à attendre, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Cette fois, c'était un autre officier, plus âgé. Ventre proéminent. Il sentait l'alcool. Et c'est alors que j'ai compris. La première nuit n'était pas à propos du travail. C'était à propos d'autre chose. Quelque chose qu'il n'écrirait jamais dans les registres officiels. Quelque chose qui se passait avant de nous transformer en prisonnières numérotées. C'était pour nous apprendre, dès le premier moment, que nous n'avions plus aucun contrôle sur rien. Pas même sur nos corps. Éléonore Vassel a témoigné de quelque chose que des gouvernements ont tenté d'effacer. Un système caché à l'intérieur des camps de prisonnières. Un rituel qui brisait les femmes avant même qu'elles puissent résister. Ce qui s'est passé cette première nuit a tout changé. Et ce qu'elle a vu les jours suivants a été encore pire, parce que cette nuit n'a pas été seulement la sienne. C'était la nuit de milliers, et l'histoire qui a suivi n'a jamais été racontée complètement. Si vous écoutez ceci maintenant, de n'importe où dans le monde, laissez un commentaire disant d'où vous regardez, parce que ces voix doivent résonner. Et plus il y aura de gens qui sauront, moins il sera facile d'effacer la vérité. Je m'appelle Éléonore Vassel. Et ce que je vais raconter maintenant, c'est la nuit qui a suivi.
l'officier qui est entré sentait l'alcool et la sueur. Il a marché lentement entre nous. Ses bottes résonnaient sur le sol en ciment. Chaque pas semblait durer une éternité. Il s'est arrêté devant Margot, une fille de mon village. Elle avait 17 ans, des cheveux noirs bouclés, un visage rond et doux. Elle cousait des robes pour les mariages. Je la connaissais depuis l'enfance. Il a levé son menton avec 2 doigts, a tourné son visage vers la lumière, a souri, un sourire qui m'a glacé le sang. Il a dit quelque chose en allemand. La gardienne a traduit « Toi, suis-moi ». Margot a secoué la tête. Ses lèvres tremblaient. Elle a murmuré « Non, s'il vous plaît ». La gardienne l'a attrapée par le bras et l'a tirée violemment. Margot a essayé de résister. Elle s'est accrochée au bord du lit en bois. Ses ongles ont griffé le bois. Elle a crié. L'officier a sorti son pistolet. Il ne l'a pas pointé vers elle. Il l'a juste posé sur la table, lentement, comme pour dire « Si tu continues, je l'utilise ». Margot s'est levée. Elle pleurait. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine marcher. Ils l'ont emmenée. Nous sommes restées assises. 4 filles. Moi, Simone, une femme plus âgée nommée Jacqueline et une adolescente dont je n'ai jamais su le nom. Elle avait peut-être 15 ans. Elle sanglotait sans bruit. Ses épaules secouaient. Personne ne parlait. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Margot est revenue 2 heures plus tard. Peut-être 3. Je ne sais pas. Le temps n'existait plus. Elle est entrée en silence. Sa robe était déchirée à l'épaule, ses cheveux défaits, son visage vide, comme si quelque chose en elle s'était éteint. Elle s'est assise sur le lit à côté de moi. Je lui ai pris la main. Elle ne m'a pas regardée. Elle fixait le mur. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. J'ai voulu dire quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vient de vivre l'enfer? Alors je suis restée là, main dans la main, en silence. 1 heure plus tard, l'officier est revenu. Cette fois, il m'a choisi. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Mes mains sont devenues moites, mes jambes ont refusé de bouger. La gardienne a crié « Debout !» Je me suis levée, lentement. Chaque muscle de mon corps résistait. Il m'a regardé de haut en bas. Puis il a fait un geste avec sa main. Un geste simple. Comme on appelle un chien. Je l'ai suivi. Nous avons traversé une cour sombre. Le sol était boueux. J'entendais des voix au loin. Des rires d'hommes. Le bruit d'une radio jouant de la musique allemande. Tout semblait irréel. Il m'a conduite dans un bâtiment plus petit. Une ancienne maison peut-être. Il y avait une porte en bois. Il l'a ouverte, m'a poussée à l'intérieur. La pièce était petite. Un lit en fer, une table, une lampe à pétrole qui éclairait faiblement. Ça sentait le tabac froid et l'humidité. Il a fermé la porte derrière lui, a tourné la clé. J'étais prisonnière. Pas seulement du camp, mais de cette pièce, de cet homme, de ce moment. Il a enlevé sa veste, l'a posée sur la chaise, a déboutonné le col de sa chemise, puis il s'est tourné vers moi. Je me suis reculée jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Il n'y avait nulle part où aller. Il a souri. Pas un sourire cruel. Un sourire presque banal. Comme si ce qu'il s'apprêtait à faire était normal, ordinaire. Il a parlé en allemand, lentement, comme s'il voulait que je comprenne. Mais je ne comprenais pas les mots, seulement l'intention. Il s'est approché. J'ai fermé les yeux. Ce qui s'est passé ensuite, je ne vais pas décrire en détail. Pas parce que j'ai oublié, mais parce que certaines choses ne devraient jamais être racontées mot pour mot. Elles ne méritent pas d'être revécues dans tous leurs détails. Mais je vais dire ceci. Ce n'était pas de la violence brute. C'était quelque chose de pire. C'était méthodique, calculé. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait que je me souvienne, que je porte ça en moi pour toujours. Et il a réussi. Quand c'était fini, il a remis sa veste, a rallumé une cigarette, s'est assis sur la chaise et m'a regardé, recroquevillé dans le coin de la pièce. Il a dit quelque chose, un mot. J'ai compris plus tard ce que ça voulait dire. Gut. Bien. Puis il a ouvert la porte et m'a fait signe de partir. Je suis sortie. Mes jambes tremblaient. Mes mains étaient engourdies. Je ne sentais plus mon corps.
comme si j'avais quitté mon propre corps et regardé quelqu'un d'autre marcher dans cette cour sombre. La gardienne m'attendait. Elle m'a ramené au baraquement, ne m'a rien dit, ne m'a même pas regardé. Quand je suis entrée, Margot était toujours assise au même endroit. Elle a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés. Et dans ce regard, j'ai vu ce que je ressentais. Nous n'étions plus les mêmes. Nous ne le serions jamais plus. Le lendemain matin, à 5 heures, une sirène a retenti. On nous a réveillés à coups de sifflet, distribué des uniformes rayés, donné des chaussures en bois qui nous blessaient les pieds. On nous a alignés dans la cour, des centaines de femmes, peut-être 1 millier, toutes silencieuses, toutes épuisées. Un officier supérieur est monté sur une estrade. Il a parlé en allemand. Quelqu'un a traduit en français « Vous êtes ici pour travailler. Vous travaillerez jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de vous. Si vous obéissez, vous vivrez. Si vous désobéissez, vous mourrez. C'est simple. » Puis il a ajouté quelque chose qui m'a marqué. « Ce qui s'est passé hier soir n'a jamais eu lieu. Compris ? » Silence. « Compris ? » Nous avons toutes murmuré « oui ». Et c'est ainsi qu'ils ont effacé la première nuit de notre existence officielle, comme si elle n'avait jamais existé. Mais elle a existé. Pour moi, pour Margot, pour des centaines, peut-être des milliers d'autres femmes dans d'autres camps. Ce n'était pas écrit dans les registres, ce n'était pas photographié, ce n'était pas documenté. Mais c'était réel. Et pendant 65 ans, j'ai porté ce secret. Parce qu'après la guerre, quand nous sommes rentrés, personne ne voulait entendre. Les gens voulaient oublier, tourner la page, reconstruire. Nous, les survivantes, on nous a dit de nous taire, qu'il valait mieux ne pas remuer le passé, que c'était gênant, honteux. Alors on s'est tu. Mais aujourd'hui, à 84 ans, je parle. Parce que le silence a protégé les coupables, et je refuse de mourir en protégeant leur mémoire. Après la première nuit, tout a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Nous avons été envoyés travailler. Moi, j'ai été assigné à la cuisine des officiers, un bâtiment séparé du camp principal. Plus propre, mieux éclairé, avec de la vraie nourriture. Chaque jour, je pelais des pommes de terre. Je lavais des casseroles. Je servais des repas à des hommes en uniforme qui riaient, fumaient, buvaient du vin français volé dans nos propres caves. Ils me regardaient comme si j'étais invisible, sauf quand ils voulaient quelque chose. Il y avait un officier, Hauptmann Krüger, qui venait souvent. Grand, la quarantaine, des lunettes rondes. Il parlait français. Parfois, il me posait des questions. « D'où viens-tu ? Quel âge as-tu ? Tu as de la famille ? » Je répondais en monosyllabes. « Oui. »« Non, je ne sais pas. » Il souriait, comme s'il était gentil. Mais je savais qu'il n'était pas gentil. Personne ici n'était gentil. Un jour, il m'a demandé de rester après le service. Les autres filles étaient déjà parties. J'étais seule avec lui dans la cuisine. Il s'est assis sur le bord de la table, a allumé une cigarette, m'a regardé longuement, puis il a dit « Tu sais, Éléonore, tu pourrais avoir une vie plus facile ici. » J'ai baissé les yeux, il a continué. « Il y a des filles qui comprennent, qui coopèrent. Elles ont de meilleures rations, de meilleurs lits, moins de travail. » Je n'ai rien dit. Il s'est levé, s'est approché, a posé une main sur mon épaule. Réfléchis. Puis il est parti. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait que je devienne, comment dire, une favorite. Quelqu'un qui acceptait volontairement ce que d'autres subissaient de force. Certaines filles l'ont fait. Je ne les juge pas. Elles ont fait ce qu'elles devaient pour survivre. Moi, je n'ai pas pu. Alors j'ai continué à travailler, à peler des pommes de terre, à laver des casseroles, à dormir sur un lit en bois dans un baraquement surpeuplé où les puces nous dévoraient la nuit. Les mois ont passé. L'été, l'automne, l'hiver. En hiver, c'était l'enfer. Le froid traversait les murs. Nous n'avions qu'une couverture fine. Certaines filles mouraient pendant la nuit. De froid, de maladie, d'épuisement. Un matin, je me suis réveillée et la fille à côté de moi ne respirait plus. Elle s'appelait Anne. Elle avait 20 ans. Elle est morte dans son sommeil. Personne n'a pleuré.
Nous n'avions plus de larmes. On l'a emportée, remplacée par une autre fille le soir même. C'est comme ça que ça fonctionnait. On disparaissait, on était remplacés, comme des pièces dans une machine. Margot, ma voisine de Beaumont, a tenu jusqu'en janvier 1945. Puis elle est tombée malade, une fièvre terrible. Elle délirait, appelait sa mère, pleurait dans son sommeil. Je lui donnais ma ration d'eau, j'essayais de la garder au chaud, mais ce n'était pas assez. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. J'ai pleuré ce jour-là. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré parce que Margot n'était pas juste une prisonnière. C'était une fille que j'avais connue enfant, avec qui j'avais couru dans les champs, qui riait aux éclats quand on volait des cerises dans le verger de Monsieur Dupont. Elle méritait mieux que de mourir dans un camp, oubliée, réduite à un numéro. Mais c'est ce qui lui est arrivé, et ça m'a brisé quelque chose de profond. Alors j'ai décidé de survivre, pas pour moi, mais pour elle, pour toutes celles qui ne pourraient jamais raconter. En mars 1945, les choses ont commencé à changer. Les officiers étaient nerveux. On entendait des bombardements au loin. Les Alliés approchaient. Certaines filles disaient qu'on serait bientôt libérés. D'autres pensaient qu'ils nous tueraient tous avant de fuir. On ne savait pas quoi croire. Puis, un matin d'avril, les gardiens ont disparu. Pas tous, mais la plupart. Ils ont pris leurs affaires et sont partis pendant la nuit. Nous nous sommes réveillés dans un camp presque vide. Les portes étaient ouvertes. Personne ne nous surveillait. Certaines filles ont couru vers la sortie. D'autres sont restées, trop faibles pour bouger. Moi, j'ai attendu. Je ne savais pas où aller. Je n'avais plus de maison, plus de famille, juste un corps épuisé et une mémoire pleine de cauchemars. 2 jours plus tard, les soldats américains sont arrivés. Ils ont ouvert les baraquements, nous ont donné de la nourriture, des couvertures, des médicaments. Un soldat m'a regardé et a pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai vu mon reflet dans une vitre cassée. Je ne me reconnaissais plus. J'avais 20 ans, mais je ressemblais à une vieille femme. Maigre, les cheveux gris, les yeux creux. La guerre avait volé ma jeunesse, et la première nuit avait volé mon innocence. Je suis rentré en France en juin 1945, en camion militaire, avec des dizaines d'autres femmes silencieuses. Quand je suis arrivé à Beaumont-sur-Sarthe, le village était méconnaissable. Certaines maisons avaient été détruites, d'autres abandonnées. Les rues étaient vides. La boulangerie de mon père n'existait plus. Juste un tas de pierres. J'ai frappé chez des voisins. Une vieille femme a ouvert. Elle m'a regardé sans me reconnaître. Puis, elle a porté une main à sa bouche. Éléonore? Oui. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras, puis m'a dit ce que je redoutais. Ton père est mort il y a 1 an. Ton cœur. Ta mère, elle est partie vivre chez ta tante, à Lyon. Je suis resté debout, sans bouger. J'avais survécu à l'enfer pour rentrer dans un monde où je n'avais plus de place. Je suis allé à Lyon. J'ai retrouvé ma mère. Elle m'a serré fort, a pleuré pendant des heures. Mais elle ne m'a jamais posé de questions sur ce qui s'était passé, et je ne lui ai jamais dit. Parce que, comment raconter l'irracontable? Comment dire à sa mère qu'on a été réduite à un objet? Qu'on a été sélectionnée, évaluée, utilisée? Alors j'ai fait comme les autres survivantes. Je me suis tue. J'ai trouvé un travail dans une usine textile. Je me suis mariée en 1948 avec un homme bon, Marcel. Il savait que j'avais été déportée. Mais il ne savait pas tout. Et il ne m'a jamais forcé à parler. Nous avons eu 2 enfants. Une fille, Clémentine. Un fils, Antoine. Je les ai aimés de tout mon cœur. Mais il y avait toujours une part de moi qui restait froide, absente. Comme si une partie de moi était restée dans ce camp. Parfois, la nuit, je me réveillais en sueur. Je sentais encore l'odeur de la pièce. Je voyais encore le visage de l'officier. J'entendais encore les pas dans la cour. Marcel me prenait dans ses bras, mais il ne comprenait pas. Comment aurait-il pu? Les années ont passé. J'ai vieilli. Mes enfants ont grandi, ont eu leurs propres enfants. Mais le silence est resté. Jusqu'en 2009. J'avais 84 ans. Un historien français, Julien Blanc, spécialisé dans les témoignages de déportation, m'a contacté. Il avait retrouvé mon nom dans des archives. Il voulait m'interviewer, pour un documentaire.
Au début, j'ai refusé. Qu'est-ce que ça changerait? Les coupables étaient morts, l'histoire était écrite. Mais il a insisté. Il m'a dit « Madame Vassel, votre témoignage pourrait aider d'autres femmes à parler, à briser le silence. » Alors j'ai accepté. Et pour la première fois en 65 ans, j'ai raconté. J'ai raconté la sélection. La première nuit, le rituel, l'humiliation, la douleur. J'ai pleuré. Beaucoup. Mais j'ai parlé. L'interview a duré 6 heures. Julien a tout enregistré, tout filmé. Quand c'était fini, je me suis sentie plus légère, comme si un poids immense avait été soulevé. Je suis morte 5 ans plus tard, en 2014, paisiblement, dans mon sommeil. Mais ma voix est restée. L'interview a été diffusée. D'autres femmes ont parlé après moi, des dizaines, puis des centaines. Des témoignages ont émergé de toute l'Europe, pas seulement en France, en Pologne, en Hongrie, en Autriche. La première nuit n'était pas un incident isolé. C'était un système. Et ce système avait été effacé des archives officielles, délibérément, parce que les vainqueurs ne voulaient pas salir leur victoire avec des histoires de femmes violées. Parce que la société ne voulait pas entendre ce que les survivantes avaient à dire. Alors, elles se sont tues. Mais aujourd'hui, elles parlent. Grâce à des femmes comme Éléonore, qui ont trouvé le courage de briser le silence. Je m'appelle Éléonore Vassel, et ceci est ma dernière parole. Si vous écoutez ceci, c'est que je suis morte, mais ma voix reste, parce que le silence a assez duré. Pendant 65 ans, j'ai porté la première nuit comme une plaie ouverte. Je l'ai cachée, enfouie, ignorée, mais elle ne m'a jamais quittée. Elle était là chaque fois que je regardais mes enfants dormir, chaque fois que je voyais une jeune femme rire, chaque fois qu'on parlait de guerre comme d'un chapitre fermé de l'histoire. Parce que pour moi, la guerre n'a jamais pris fin. Elle continue, dans mes cauchemars, dans mes silences, dans mes larmes quand personne ne regarde. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez une chose. Ce n'était pas notre faute. Nous n'avions pas demandé à être déportés. Nous n'avions pas choisi d'être sélectionnés. Nous n'avions pas voulu cette nuit. On nous l'a imposée. Et pendant des décennies, on nous a fait croire que c'était honteux, qu'il fallait se taire, que personne ne voulait savoir. Mais c'était faux. La honte n'était pas la nôtre. Elle était la leur. La culpabilité n'était pas la nôtre. Elle était la leur. Et le silence les protégeait. Alors je parle. Pour moi. Pour Margot. Pour Anne. Pour toutes celles qui n'ont pas survécu. Je parle pour que vous sachiez que l'histoire officielle n'est jamais complète. Qu'il y a des chapitres qu'on a volontairement arrachés. Des témoignages qu'on a volontairement ignorés. Parce qu'ils dérangeaient. Mais la vérité dérange toujours. Et c'est exactement pour ça qu'elle doit être dite. Aujourd'hui, je suis vieille, fatiguée, malade, mais je suis libre. Libre de parler, libre de dénoncer, libre de refuser l'oubli. Et si ma voix peut aider une seule femme à parler, une seule survivante à briser son silence, alors ma vie aura eu un sens. Parce que la guerre ne finit pas quand les armes se taisent. Elle finit quand les voix se lèvent. Je m'appelle Éléonore Vassel. J'ai survécu à la première nuit. Et je refuse d'emporter cette vérité dans ma tombe. Je vous laisse une question. Combien d'autres histoires comme la mienne existent encore, enfouies dans le silence? Combien de femmes sont mortes sans avoir jamais pu dire ce qu'elles avaient vécu? Et combien de temps encore allons-nous accepter que l'histoire soit écrite par ceux qui préfèrent effacer plutôt que d'affronter? Ma voix s'éteint ici, mais la vôtre peut continuer. Parlez, écoutez, souvenez-vous, parce que le silence a assez protégé les coupables. Il est temps de protéger la vérité. Cette histoire n'est pas juste un témoignage du passé. C'est un miroir tendu vers notre présent. Éléonore Vassel a porté ce silence pendant 65 ans. Des milliers d'autres femmes l'ont porté jusqu'à leur mort. Combien de voix restent encore enfouies? Combien de vérités attendent d'être entendues? La première nuit a existé. Elle a brisé des vies. Et pendant des décennies, personne n'a voulu écouter.
Aujourd'hui, vous avez écouté. Vous avez entendu ce que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Vous avez ressenti la douleur d'une jeune fille de 19 ans, arrachée à sa famille, évaluée comme du bétail, brisée avant même d'avoir pu comprendre ce qui lui arrivait. Cette voix ne doit pas s'éteindre dans le silence, elle doit résonner, traverser les frontières, toucher les cœurs, éveiller les consciences. Si ce témoignage vous a touché, si l'histoire d'Éléonore a fait trembler quelque chose en vous, alors faites-la vivre. Abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres voix comme la sienne puissent être entendues. Activez la cloche pour ne manquer aucun témoignage. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de savoir. Parce que la mémoire n'existe que si nous la portons ensemble. Laissez un commentaire. Dites d'où vous regardez ce documentaire. Dites ce que cette histoire a éveillé en vous. Partagez vos réflexions, vos émotions, vos questions. Chaque commentaire est une preuve que ces voix ne sont pas mortes en vain. Chaque message est une pierre posée sur le chemin de la vérité. Et plus nous serons nombreux à parler, moins il sera facile d'effacer ce qui s'est réellement passé. Éléonore est morte en 2014, mais avant de partir, elle a choisi de briser le silence. Elle a choisi de protéger la vérité plutôt que les coupables. Elle a choisi de laisser sa voix pour que vous, aujourd'hui, puissiez entendre ce que des générations entières ont refusé d'écouter. Honorer sa mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est agir, c'est parler, c'est refuser l'oubli. Alors posez-vous cette question, que feriez-vous si c'était votre histoire? Si c'était votre grand-mère, votre tante, votre sœur qui avait vécu cet enfer? Resteriez-vous silencieux? Ou utiliseriez-vous votre voix pour que jamais, plus jamais, de telles horreurs ne soient effacées de l'histoire? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, le silence protège les coupables, et la vérité ne vit que par ceux qui osent la dire.